Janvier, février, mars, 3 mois durant, la Bretagne est assaillie par les tempêtes. Le littoral emporte encore les stigmates. Portée par le vent et la houle, la mer a repoussé les dunes, grignoté les falaises. La terre a reculé de plus de 10 mètres par endroits. Résultat, des rues sous les eaux puis sous les galets, des maisons menacées. Aujourd'hui restent les mauvais souvenirs et une leçon, la Grande Bleue n'est pas toujours l'ami de l'homme, même pour celui qui habite sur Terre. Île Molène, un goût de paradis en voyant ces images. Le premier week-end de février, cette île a vécu l'enfer. Des vents à près de 120 km/h, combinés à des coefficients de marée de 114, ont transformé la mer en furie. Il y a des grosses roches, des gros blocs de béton là. Là, ouais. Là il en manque, les roches de béton. Et en fait on les retrouve là. Elles sont arrivées là. Le gros bloc qui est près de la rambarde. À l'origine il est de ce côté là quoi. Ça laisse imaginer un peu la puissance quoi. Alors que l'été arrive, les Molénais s'attellent encore à réparer les dégâts. Le pilier du mur qui servait de pilier par rapport à l'angle du mur ici pour éventuellement dans le temps un portail, s'est retrouvé 3-4 mètres ici en arrière avec tout le mur là qui est tombé et qui est bon à refaire quoi. Y compris la porte du garage qui s'est retrouvée au fond du bâtiment quoi. Sur l'île Molène, la côte a reculé de 2 mètres. En février, ce chemin était recouvert par les galets. À quelques milles nautiques de là, à Quéménès, les 4 habitants de l'île ont vu leur bout de terre se réduire à quelques dizaines de mètres dans la largeur. Même pas peur, mais une drôle d'impression quand même. Là ici avant tu n'avais pas de sable avant les tempêtes. Là maintenant on a une bonne plage, on a une vingtaine de centimètres de sable là sur cette partie-ci qui est arrivée du coup par le vent pendant les tempêtes. Et tous les galets que tu vois là qui sont sur la pelouse, là ça c'est pareil, ça a été projeté pendant la tempête. Le muret, en fait, c'est ce qui a arrêté en fait la mer. En fait, l'eau est rentrée dans le champ de pommes de terre qui est derrière, mais ça a arrêté les galets et le sable, mais l'eau est rentrée quand même dedans. Donc voilà. On n'a pas planté de patates de ce côté-là. Parce que, voilà. Si leur terrain s'est un peu rétréci, Soisic et David ne craignent pas de voir leur île disparaître dans les dizaines d'années qui viennent. Sur l'île Molène non plus. Tout de même, cette vague de tempête pose des questions. De mémoire d'anciens qui sont là, qui ont vécu là depuis longtemps, des gens qui ont plus de 80 ans, ils n'ont jamais connu ça quoi. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces tempêtes Là, c'était vraiment particulier. On se dit que si ça revient tous les 6 ans, c'est sûrement inquiétant quoi. Inquiétant. Cet hiver, la mer a grignoté du terrain un peu partout en Bretagne. Le record est pour Tréduder, dans les Côtes d'Armor, 17 mètres de recul. Pierre Stéphan, géomorphologue au CNRS à Brest, sillonne les plages de la région. Avec son drôle d'appareil, un GPS différentiel, il mesure l'évolution du trait de côte. Le trait de côte, c'est une ligne qui marque la limite jusqu'à laquelle peut parvenir la mer, par temps calme et lors du plus grand coefficient de marée. Une ligne naturelle qui bouge, surtout par gros temps. Ce qu'on a eu cet hiver-là, c'est quand même une succession qui est assez rare. Et c'est uniquement lorsqu'on a ce type de tempête, ce type d'événement qui se succède, qu'on a une vraie évolution. Donc c'est très épisodique, puisque pendant 20 ans, 30 ans, on peut avoir une pause. Les plages se régénèrent, les cordons dunaires se régénèrent, et ensuite une série de tempêtes survient, 20-30 ans après, et à nouveau on a une évolution. Donc on a une évolution par à-coup du littoral, un recul qui se fait vraiment par à-coup. Donc là, on peut s'attendre effectivement à des changements importants lors de la prochaine série, mais qui pourraient avoir lieu dans 2 ans, comme elles pourraient avoir lieu dans 30 ans ou 50 ans. Prudents, les scientifiques rappellent que les coups de vent, les marées, la hausse du niveau des mers, tout cela a toujours existé. Avant, on faisait avec. Aujourd'hui, on voudrait dompter la nature. Une erreur, selon les chercheurs du CNRS. Depuis la tempête Xynthia en 2010, les risques de submersion marine sont devenus un enjeu majeur des politiques publiques sur le littoral. Nous voici près de la pointe de Pénire, à Camaret-sur-Mer. Ici, pas de construction. Heureusement, en février, les vagues ont léché les sommets de ces falaises, qui culminent pourtant à 40 mètres de haut. Pour les géologues, c'est clair, le phénomène d'érosion va s'accélérer. Quand on regarde le passé, le passé on le lit dans les roches. Donc les géologues savent qu'il y a par exemple 18 000 ans, le niveau marin est effectivement très très bas.
paraît-il qu'il était au moins 120 mètres plus bas. Donc il est remonté et il continue de remonter. Et on pense qu'en 2100, avec en plus le réchauffement climatique peut-être très certainement lié au phénomène anthropique, en tout cas à l'homme, on pense que d'ici 2100, le niveau marin aura monté de 1 mètre. 2100. Ce n'est donc pas nos lointains descendants, mais nos propres petits-enfants qui pourraient voir des villages se faire dévorer petit à petit par la mer. Certains endroits, comme l'île de Sein ou l'île Tudy, sont déjà menacés. Primelin, à l'entrée de la touristique Pointe du Raz. Ici, il faut préserver le port, la plage et la route située en arrière. En gros, toute la vie économique du village, un enjeu énorme pour le maire. Elle n'a pas uniquement pour but d'abriter ici les 130 bateaux, petits bateaux qui sont là. On voit très bien que si cette digue-là n'existait plus, que toute la route ici qui va, comme on dit, au Grand Sud de France, hein, c'est la seule route que l'on possède. Il est bien évident, comme on a déjà fait disparaître ici l'ancienne route sous la plage, la nouvelle route est forcément directement menacée. C'est la route qui mène à la Pointe du Raz. Qui mène à la Pointe du Raz. La digue a encore souffert cet hiver. Dans l'urgence, la mairie a bouché les trous, mais il faudrait un véritable travail de consolidation. Le coût, 100 000 €, une fortune. Aujourd'hui encore, le maire se bat pour obtenir l'état de catastrophe naturelle. Quand on a fait une prévision de budget, la tempête arrive, on n'a pas les moyens de réparer tout de suite un ouvrage comme ça. Donc si l'État ne nous aide pas, eh bien, on va réparer la digue sans doute, c'est un choix à faire. Mais après, dans la commune, eh bien, on ne fera plus grand-chose. Donc ça va réagir aussi sur le travail des entreprises. Si on a quelques petits projets, ben, il est bien évident qu'on va les laisser de côté. Les tempêtes de l'hiver dernier ont fait renaître une vive polémique sur le littoral, entre ceux qui veulent fixer le trait de côte et ceux qui veulent laisser la nature faire son travail. Dès le samedi matin, les visiteurs font connaissance avec la granite rose proprement. Depuis les années 60-70 et l'explosion du tourisme balnéaire, l'homme s'est approché très près de la mer, comme ici, sur la côte de Granit Rose. Pour protéger ses maisons, ses hôtels, il a construit des murs, des digues, il a eu recours à l'enrochement. Sur le fond, je pense que les gens qui ont construit à cette époque-là, ils ont pris le risque, plus ou moins conscient, mais ils ont pris le risque de construire dans les endroits privilégiés, au détriment du reste. Les élus, c'est pas tellement les gens qui ont construit qui sont fautifs, ce sont nos élus, mais à tout niveau. Les élus de la commune qui ont donné le permis de construire, les élus qui n'ont pas voté les lois pour que les autorités techniques, DDE, etc. de l'époque empêchent les constructions, c'est nos élus qui sont responsables de cette situation. Ces sacs qui sont là actuellement ont été posés en février, en prévision des tempêtes du mois de mars. Ils ont plutôt bien bossé parce qu'ils ont empêché le recul. Mais on ne peut pas laisser la plage comme ça, on attend les touristes, on attend notre meilleure ressource. Ces amoureux de la côte ont une solution qui a le mérite d'être peu onéreuse, ce qu'ils appellent la méthode douce. Laisser faire la nature avec un peu d'accompagnement comme les ganivelles, les filets ou une plante vivace, l'oya, très efficace pour fixer la dune. C'est justement un véritable filet naturel. Toutes ces racines tiennent le sable, l'empêchent d'être propulsé, envoyé plus loin et donc de faire reculer cette protection naturelle. Là, on a une digue naturelle qui se prolongeait bien là où sont les maisons, ces maisons qui n'auraient jamais dû être construites là. Il faut adopter partout des méthodes douces. Si vraiment il s'avère que eh bien, le recul du littoral est trop accentué, alors il faut opérer le repli. Le repli, ça veut dire, on dit aux gens, vous avez construit des maisons, vous avez bénéficié pendant des générations ou une ou deux générations d'une vue exceptionnelle. Eh bien, aujourd'hui, c'est plus possible. Votre maison, on vous indemnise et on la détruit. Pas toujours aussi simple. Voici l'anse du Moulin de la Rive, à Lauquirec. Une des images post-tempête les plus spectaculaires en Bretagne. Ici, à une dizaine de mètres de hauteur, les maisons accrochées à la falaise ont tremblé. Anne et Frédéric, qui habitent là en permanence, se souviennent. Déjà, le bruit était complètement impressionnant. On aurait dit un train qui arrivait, ça faisait presque peur même. En plus, il faisait un peu nuit, c'était la pénombre, on voyait des masses sombres qui arrivaient. L'impact des vagues faisait trembler la maison, hein, carrément. Hein. On a acheté la maison ici en 88.
Et tous les ans, on perdait 1 mètre de falaise, 1 mètre de falaise. Donc il fallait qu'on fasse quelque chose dans l'urgence. On a demandé des aides qu'on n'a pas eues. Donc c'est un mur qu'on a fait à nos frais. Et je pense que si on n'avait pas le mur, la maison était à la mer pour aujourd'hui. Pour Anne et Frédéric, pas question de partir. Ils ont créé une association avec leurs voisins. Tous sont prêts à payer pour protéger leur maison, mais pas tout seuls. Ils ont déposé un recours auprès de l'État, en vain. Ils sont dans une position, ils nous ont dit clairement que l'État n'avait pas vocation à protéger la côte, que même la politique du ministère de l'écologie était de laisser faire la mer. Au moins, on ne peut pas être plus clair. Hein. Donc, en gros, démerdez-vous. Un dossier complexe. Sur la zone, plusieurs interlocuteurs se côtoient. L'État pour le domaine maritime public, le Conseil général pour la route qui longe la plage, les propriétaires privés et bien sûr la mairie. Une mairie qui rejette toute polémique sur les permis de construire accordés à cet endroit. Il faut dire que certaines de ces maisons ont vu le jour dans les années 30. Je crois que le débat, compte tenu des événements et compte tenu de l'importance de l'effet climatique de début février, le débat ne se situe même plus à ce niveau-là. Qui a eu tort, qui a eu raison? Aujourd'hui, c'est une question, entre guillemets, de survie, de pouvoir se protéger contre de nouvelles attaques éventuelles. Les maires sont en première ligne. Il leur faut protéger les habitants et une vie économique qui est de fait liée à la mer. Une équation financière difficile à résoudre, surtout quand l'état de catastrophe naturelle n'est pas prononcé. Mais ils doivent prendre leurs responsabilités, même quand le soufflet médiatique retombe, et ne plus laisser construire au bord de l'eau. Aujourd'hui, de plus en plus de voix défendent un repli stratégique. Laisser la mer reprendre sa place sur des terres qui avaient été poldérisées et détruire les habitations dès lors qu'elles sont menacées. Sommes-nous prêts? Pas sûr. La mer, même quand elle offre son visage le plus effrayant, a toujours fasciné et attiré l'homme.